depuis quelques années déjà, avec François, on avait l'idée d'initier un petit cycle autour des grands compositeurs qui ont marqué l'histoire du piano. On avait commencé avec Beethoven il y a 2 ans et demi, quelque chose comme ça. On continuait avec Chopin. Quoi de mieux que Chopin, qui est peut-être le compositeur qui a le plus magnifié cet instrument. Et qui de mieux pour parler et jouer du Chopin qu'un lauréat du concours Chopin? Et quoi de mieux pour parler et pour entendre du Chopin qu'un piano, alors qui n'est pas de l'époque de Chopin, mais qui est quand même un piano du 19e, de la fin du 19e. Et on va se rapprocher un petit peu de ce que Chopin a pu entendre et concevoir comme sonorité, compte tenu que les pianos ont quand même beaucoup évolué depuis tout ce temps. Alors, Chopin, il a peut-être cette particularité par rapport à d'autres compositeurs qui ont écrit pour le piano. D'abord, il n'a écrit pratiquement que pour le piano. Mis à part donc 2 concertos pour piano, évidemment, et orchestre, et un petit peu de musique de chambre, sonate pour violoncelle, un trio. Il a essentiellement écrit pour le piano. Le piano a été son fidèle compagnon pendant toute sa vie, et celui à travers lequel il va finalement nous livrer sa personnalité profonde. C'est peut-être ce qui fait la particularité de ce compositeur, c'est qu'il va nous faire partager à travers ses compositions pour piano son âme propre, son âme profonde. Et il va s'y prendre de différentes façons, on va voir ça avec François. La première chose qui est très frappante dans la façon de traiter l'instrument et d'écrire pour l'instrument chez Chopin, c'est de faire chanter l'instrument. Alors, vous allez me dire, ça paraît évident. Ben, pas tant que ça, parce que le piano reste quand même un instrument à percussion. Quand vous chantez, quand vous jouez d'un instrument à cordes avec un archet, quand vous jouez d'un instrument à vent, comme la clarinette ou le hautbois, vous avez des sons qui sont tenus et qui peuvent aller l'un vers l'autre, qui nous donnent une sensation de legato, de sons bien liés entre eux. Le piano, si je demande à François d'appuyer sur une touche, il y a une attaque et ensuite il y a ce qu'on appelle une résonance. Donc, physiquement, mathématiquement, le son va décroître à partir du moment où il a été émis. Et forcément, pour chanter, ça va être un petit peu plus compliqué puisqu'on ne va pas pouvoir lier ces sons entre eux. Alors, il va falloir trouver quelques solutions. Et on peut dire que c'est véritablement à partir de Chopin que le piano se met véritablement à chanter. D'abord, Chopin est un grand amoureux du chant. Et pas n'importe quel chant, ce qu'on appelle le bel canto. C'est Donizetti, c'est Bellini. Vous connaissez peut-être Casta Diva, ça vous dit quelque chose? Casta Diva, tu nous fais un petit extrait. Ce magnifique air de soprano qui a été un des tubes de Maria Callas. Ou pour les hommes, Donizetti. Ça, c'est typiquement le bel canto. Cette façon de chanter, ce soutien dans la phrase musicale. Et Chopin adorait ça par-dessus tout, et il a en fait fait du bel canto au piano. D'ailleurs, si on compare un peu les autres, par exemple Donizetti avec son premier nocturne, il y a quelques petites similitudes. Ou alors le Casta Diva avec le deuxième nocturne. Alors, la difficulté donc d'écrire et de chanter au piano, ça va être donc de pallier cette problématique du son qui s'efface une fois qu'il a été émis. Pour ça, on va utiliser, enfin Chopin va utiliser un moyen, c'est déjà dans l'accompagnement.
l'accompagnement, il va essayer de faire des accompagnements qui vont être très linéaires. Par exemple, dans le premier nocturne, et bien sûr, on va avoir besoin là d'une particularité technique de fabrication de l'instrument qui n'est pas si récente que ça, à l'époque de Chopin, qui est la pédale. La pédale fait que lorsqu'il appuie, ça retire les étouffoirs et ça permet à la corde de résonner. Si je demande à François de faire le même accompagnement sans pédale, avec, ça chante déjà beaucoup plus. Donc ça va être la première chose qui va bien soutenir la mélodie si on met les deux ensemble. Et qui va aider beaucoup le chant. Deuxième possibilité, un remplissage par de la matière sonore. Dans le deuxième nocturne, tu fais juste le chant, s'il te plaît. Ici, par rapport au premier, on a des valeurs qui sont plus longues. Les notes sont tenues plus longtemps. Donc, le son s'efface aussi plus rapidement. Donc, on va avoir besoin d'un soutien sonore pour avoir cette impression d'une phrase qui continue. Et ici, il choisit un accompagnement, non pas comme tout à l'heure celui du premier nocturne, mais simplement une suite de notes. Alors ici aussi, si pas de pédale, c'est moins chantant. Et surtout, il aurait pu écrire un accompagnement simplement avec une note jouée à chaque fois. Avec le thème. Mais c'est un peu pauvre et on a moins cette impression de soutien. Résultat, il demande au pianiste de jouer des accords sur les deux autres notes. On a un petit peu plus de matière sonore, ça va contribuer à lier les sons entre eux. Si on ajoute tout ça, alors on a déjà quand même fait un bon pas vers le chant, là. Ne faire tout un mouvement comme ça, ça suffirait pas. On aurait, de toute façon, au bout d'un moment, on va avoir une impression quand même un petit peu de pauvreté lorsqu'on, faut bien se rendre compte qu'à l'époque de Chopin, bien sûr, on connaît le bel canto, l'opéra, les symphonies et un orchestre symphonique, ça chante beaucoup, ça tient beaucoup les sons, parce que c'est des instruments à cordes et à vent mélangés, et que donc, vite, rapidement, on va être un peu en manque. Donc, il va falloir aussi trouver d'autres moyens. Les autres moyens pour Chopin, alors, comme chez tous les compositeurs, évidemment, vous le savez, c'est la répétition. Cette très jolie mélodie que vous avez entendue du premier nocturne, tu nous fais le début. Merci. Vous la trouvez très jolie et vous avez instantanément, dès qu'elle est finie, envie de la réentendre. Il va vous contenter, il va la rejouer. Mais pour avoir encore plus cette sensation de chant, il va faire ce qu'on appelle des mélismes, c'est-à-dire des ornements. En fait, au lieu de jouer ça, il va faire jouer ça. Vous avez bien reconnu la mélodie du début, mais elle a été enrichie. Et comme il y a des suites de notes, il y a moins de vide, il y a donc plus de sensations de chant. Si on prend l'enchaînement des deux, vous allez voir. Redites. Exactement le même procédé qu'il utilise dans son deuxième nocturne. Premier chant, note tenue. Deuxième redite. Et ainsi de suite. Alors,
ça nous amène à parler d'une particularité dans la musique de Chopin. Tu nous refais le début du premier ? Il ne vous a pas échappé qu'il y a une certaine impression de quelque chose de mouvant. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça avance, ça ralentit, ça avance, ça ralentit. C'est une réalité. Peux-tu nous jouer ça militairement tout droit ? C'est joli parce qu'il joue très bien du piano, mais ça n'a pas beaucoup d'âme. Alors c'est quoi cette façon de jouer avec une âme, justement ? C'est ce que l'on appelle le rubato. Le rubato, c'est un terme italien qui, tout seul, d'ailleurs, c'est pas tout seul, c'est le vrai terme, c'est tempo rubato. En italien, ça veut dire temps volé. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on a volé ? En fait, c'est une notion qui fait que on va prendre un petit peu de liberté dans la façon d'espacer les notes dans le temps. Plutôt que de faire tout droit comme il vient de faire, tu nous refais maintenant comme ça doit être fait. Il va prendre du temps à certains moments, notamment ici. Et ça va contribuer à chanter beaucoup. Et aussi à donner un caractère d'improvisation. Ce que voulait Chopin, il voulait que sa musique, on ait un petit peu l'impression qu'elle naissait sous les doigts du pianiste. Autrement, autant vous dire que ça ne convient pas du tout à toutes les musiques. On peut dire que ça ne convient pas, par exemple, puisque tout l'intérêt de cette musique est la métrique. Si je demande à François de jouer ça avec un rubato Chopin, ça donne presque envie de vomir, parce qu'on ne sait plus où on est. Non, c'est bien fait pour justement ces très grandes phrases. Alors, il y a d'autres exemples, dans les concertos, dans beaucoup de pièces de Chopin, on retrouve ces moments qui sont un peu suspendus, comme ça, ce fameux rubato. Et c'est ça qui va beaucoup, en fait, rendre ce côté très chantant de la musique de Chopin dans tout ce qu'il a écrit de chantant, pas uniquement les nocturnes, mais on verra dans les ballades, dans tous ces moments-là. Il y a aussi une particularité pour Chopin, c'est que dans sa musique, alors oui, c'est le chant. Le chant est la chose la plus importante, même si, on y reviendra, il a écrit de la musique extrêmement virtuose aussi. Mais Chopin, c'est un vrai romantique. Chopin, c'est un vrai romantique qui a besoin de nous faire ressentir ce que lui, il vit. Autant à l'époque, au XVIIIe siècle et à l'époque de Mozart, le compositeur n'a pas particulièrement comme désir de faire ressentir ce que lui ressent dans sa musique. On peut toujours prendre l'exemple de Mozart qui écrit une symphonie très joyeuse, la symphonie Paris, au moment où il apprend la mort de sa maman et où il en est très affecté, mais ça ne se ressent pas du tout dans sa musique. Autant Chopin, on peut dire qu'on pourrait presque suivre un peu à la trace ses déboires sentimentaux à travers sa musique. Il va avoir envie de finalement nous faire partager ses difficultés de la vie, c'est-à-dire c'est aussi l'exaltation, c'est beaucoup de choses très différentes, des sentiments très différents. Et pour ça, eh bien, il y a quelques procédés aussi. On sait que chez Chopin, qui était un vrai romantique, un vrai mélancolique, eh bien, la mélancolie, c'est quelque chose qu'il a obtenu aussi par l'alternance de majeur et de mineur. Dans le célèbre nocturne opus posthume, il nous fait une très jolie phrase en majeur. Alors, on pourrait dire que c'est un petit peu de bonheur qui arrive dans cette œuvre, qui est très mélancolique. Et on se dit, ah, un petit peu de gaieté, un petit peu de joie. Et il va nous redire exactement la même phrase dans la relative mineure.
ce qui provoque chez l'auditeur cette sensation de mélancolie, c'est juste le passage de l'une à l'autre. Fais les deux enchaîner. Et dites-moi que ce n'est pas juste à ce moment-là où vous vous êtes dit « Ah, ça me rappelle tellement de choses ». C'est exactement ce procédé qu'il utilise beaucoup dans sa musique et qui nous provoque cette nostalgie qu'on aime tant chez Chopin. Et puis, il va quand même avoir aussi à cœur de nous parler de ses tourments. Alors même dans des pièces qui sont très intimes comme les nocturnes, on va avoir par moments quand même des effusions assez importantes. Dans l'opus, le nocturne opus 48, il nous expose un chant qui est un peu comme un choral, très méditatif. Alors, vous avez remarqué que ce sont des notes tenues, donc on a bien toujours ce même problème de sons qui ne tiennent pas, mais ça fait un peu choral, ça fait presque un peu prière, c'est très introspectif. Il va faire réentendre exactement cette même mélodie, ce même choral, mais alors cette fois-ci, il va remplir tous les moments où il y avait, entre guillemets, du silence, c'est-à-dire ces sons qui étaient tenus, par quelque chose d'extrêmement véhément, d'extrêmement tourmenté. Voilà. Ça, c'est assez typique aussi chez Chopin, cette façon d'animer d'un seul coup sa musique en prenant exactement la même mélodie. Comme quoi, chez Chopin, et on va le voir tout à l'heure, une mélodie n'a finalement pas de carte d'identité propre. On ne peut pas dire qu'il produit une mélodie nostalgique, mélancolique, ou au contraire extrêmement joyeuse. Il est capable de la transformer en fonction de ce qu'il a envie de nous exprimer. Et finalement, chez Chopin, eh bien, on a cette caractéristique qu'on trouve peut-être pas à ce point chez aucun autre compositeur, de nous raconter une histoire dans des pièces finalement relativement courtes, puisque beaucoup de ces pièces sont des pièces assez courtes. Les nocturnes durent 5-6 minutes, les ballades durent 10 minutes. Voilà, on n'est pas face à des monuments. Alors, il y a la sonate quand même qui est très importante, mais c'est souvent des pièces courtes. Et les ballades, eh bien, sont justement des pièces dans lesquelles il va nous raconter un petit peu beaucoup de choses. Alors, j'oserais pas dire nous raconter sa vie, mais en tout cas, une partie de ce qu'il ressent et de ce qu'il vit. Les ballades, c'est... bien sûr, il prend exemple sur les ballades littéraires. Et il va cheminer un petit peu en nous montrant la variété des sentiments, des climats très différents, des tensions, des repos, de la tendresse, des conflits, des drames. Alors, c'est comme un petit film, on pourrait dire, il dresse un tableau. D'abord, il nous fait une introduction parce que c'est bien de préparer l'auditeur à ce qu'on va lui dire. Il sait que là, vous êtes prêt à écouter. Et il y a juste une note basse qui va raconter la première chose qu'il a envie de vous dire, qui est très intime.
va dérouler maintenant le fil. Alors on va trouver des choses très intimes comme ça, et puis on va trouver des moments, comme je vous disais, où on sent que des drames commencent à se nouer un peu. Il va donc jouer avec l'alternance de moments qui sont beaucoup plus mouvementés, où on sent qu'une énergie s'installe, un mouvement s'installe, avec une accélération. Voilà. Et puis on va revenir à d'autres moments. Là aussi, tout n'est pas noir chez Chopin, et on va même avoir une jolie mélodie qui contiendrait presque un petit peu, j'irais peut-être pas jusqu'à dire de gaieté, mais quand même quelque chose d'un peu d'espoir. Sauf que c'est là le génie de Chopin, c'est que cette mélodie que vous venez d'entendre, il va nous la faire entendre 3 fois. Et qu'à chaque fois, elle aura un visage différent, mais peut-être un peu comme l'âme de Chopin lui-même. C'est un peu toutes les facettes de sa personnalité. Puisque peu de temps après, cette même mélodie est vraiment sous un regard complètement différent. Alors, comment il s'y est pris? La première fois, il a utilisé le principe dont on a parlé tout à l'heure pour les nocturnes, c'est-à-dire un accompagnement d'une seule note à chaque fois, mais quelque chose de très linéaire, très lié. Et puis, en même temps, un chant à la main droite, qui lui est très simple, monodique, c'est-à-dire qu'on joue qu'une seule note à chaque fois. Sauf qu'il ne vous a pas échappé que la deuxième fois qu'on entend la mélodie, c'est complètement différent. Là où on avait à la main gauche quelque chose d'assez doux, d'assez linéaire, chantant, ici, on a quelque chose de beaucoup plus véhément, d'abord des accords. Déjà, beaucoup plus soutenu au niveau sonore. Et à la main droite, on n'a plus une seule note à chaque fois, mais là aussi, voilà la différence. 4 ou 5 sons en même temps à chaque fois. Évidemment, ça apporte beaucoup plus de sons. Ça apporte aussi quelque chose un tout petit peu moins chantant, forcément, parce que ce qu'on cherche ici, c'est la projection, c'est l'énergie. Il va nous la jouer une troisième fois, cette mélodie, et on va voir qu'elle va prendre encore un visage différent. Ici, il va jouer plutôt, non pas sur la force et la puissance, comme on vient de l'entendre, mais sur le côté du mouvement. On sent qu'il y a quelque chose qui bouge beaucoup, qui va vite, qui comporte vraiment beaucoup d'énergie. On pense au tourment que ressent un homme. Alors, la différence, c'est que, d'abord, la main gauche va 2 fois plus vite. La première fois, la main gauche faisait ça. La troisième fois, quand la mélodie est jouée, elle fait ça. Ça va nous donner une impression haletante un petit peu. Et puis, dans le même temps, à droite, là aussi des accords. Comme en plus, il est très malin, il fait
venir cette mélodie juste après une très grande descente qui déjà nous produit beaucoup de sensations d'énergie. Tu me fais et ça enchaîne. Voilà. Chez Chopin, dans toutes ses œuvres, comme les ballades, on trouve aussi ça dans les scherzos, on a ce mélange toujours ces différentes facettes en fait de sa personnalité à travers sa façon de composer pour le pianiste. Il connaissait tellement bien l'instrument qu'il savait véritablement comment utiliser l'instrument. Les romantiques, c'est la ferveur, c'est la mélancolie, c'est le passage de l'un à l'autre extrêmement rapide. C'est aussi des interrogations, c'est aussi des mystères. Et dans cette ballade, on a aussi de grands mystères. Souvenez-vous de la mélodie du début. Cette petite mélodie, ta-da-da-di-dam, eh bien, il va nous la rappeler à la fin comme si c'était quelque chose d'obsédant et en même temps qui lui fait mal presque. Voilà. Et hop, une grande gamme. Et un accord très mystérieux. Et on recommence. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'un seul coup, il nous a un peu déchirés à la fin, là. Cette dernière descente qui est si mystérieuse, déjà, c'est quelque chose qui était un peu nouveau à l'époque. C'est-à-dire de faire jouer un aussi grand écart. Voilà. Normalement, quand on veut composer quelque chose d'assez joli pour le piano, on s'arrange pour que ça soit harmonisé de façon à ce que ça tienne dans un espace un peu restreint. Si vous mettez des voix qui sont trop rapprochées les unes des autres, on va avoir une impression de quelque chose de compact qui ne sera pas très agréable au niveau sonore. Et si on a au contraire quelque chose de très espacé, imaginons... Tu peux faire le début de la première ballade, tu me joues le 2 octaves d'écart. Ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas par rapport à l'original? Parce qu'il y a trop d'écart entre les deux sons qui sont joués, entre l'accompagnement et la mélodie. Il faut respecter cette chose-là. Les compositeurs apprennent ça, qu'on respecte des lois, enfin, ce n'est pas des lois, mais des règles d'écriture. Et lorsqu'on les transgresse, eh bien, c'est justement pour provoquer un effet stupéfiant. Et il est là, cet effet stupéfiant. Chopin écrit ce qu'il y a de plus grand possible, c'est-à-dire la basse, voilà. Et en plus, il fait rapprocher les deux mains et ensuite les fait continuer vers le grave. Et ponctué. Et il ne nous aura sûrement pas laissé indifférents. Merci infiniment, François.